Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue, à ce webinaire Doctrine du numérique en santé. Donc le premier épisode, on va se concentrer sur, les services et outils. Si certains d'entre vous ont un petit peu suivi, les webinaires qu'on faisait, l'année dernière, sur la version précédente, c'est vrai que c'était très dense. Donc là, on essaie un petit peu de transformer l'exercice et on va se retrouver, pour, 4 épisodes. Donc là, c'est le premier, le 5 avril. Vous aurez l'épisode concernant les référentiels, dont celui d'identification électronique, par exemple. Le 19 avril, on sera plus sur tout ce qui est processus de labellisation, impact du Ségur sur la doctrine. Et le 12 mai, ça sera un webinaire dédié au médico-social, puisque vous le savez peut-être, la trajectoire du médico-social a pleinement intégré la doctrine du numérique en santé dans cette version V 2021. N'hésitez pas pendant la séance à mettre vos questions dans l'onglet questions si possible, parce qu'il y a toujours le petit piège de l'onglet questions et du chat. Donc dans l'onglet questions, on essaiera d'y répondre et puis sinon évidemment on vous répondra ultérieurement. Et vous retrouverez dès la fin du webinaire le replay avec le support et voilà et tout ce qu'on se sera dit pendant 7 heures. Écoutez, ravie encore une fois de vous retrouver. Moi, je suis Anne Laurin, je suis responsable de mission à l'ANS et notamment en charge de la coordination des travaux de mise à jour de la doctrine du numérique en santé. Alors, on va revoir rapidement ce qu'est la doctrine et puis on reviendra donc notamment sur sa constitution en V 2021, le nouveau sommaire. Et en effet, on fera donc la majeure partie du point sur les outils et services socles qui sont détaillés dans cette doctrine. Alors, qu'est-ce que la doctrine? La maison, je pense que pour beaucoup, vous l'avez maintenant bien en tête. C'est un document de référence qui a pour objectif de répertorier l'ensemble des informations à date en termes de trajectoire que l'écosystème a besoin d'avoir en tête, tant côté industriel, établissement, professionnel, usager. Voilà, c'est vraiment un document qui peut intéresser tout le monde. Elle pose également le cadre de référence et le schéma d'architecture cible, puisque vous allez retrouver le cadre technique, le cadre d'urbanisation et la trajectoire. Et donc, on va le voir dans les outils qui sont partagés. Le but, c'est vraiment de dresser un portrait d'état des lieux le plus fourni possible concernant l'échange et le partage de données de santé sur le champ du sanitaire, mais également sur le champ du médico-social. Donc cette doctrine, elle est écrite à plusieurs mains. Il y a de nombreux rédacteurs, environ 20 rédacteurs, avec notamment l'Agence du numérique en santé, l'assurance maladie, le ministère de la Santé et des Solidarités, le Health Data Hub, la DGOS, et puis différents contributeurs, ainsi qu'évidemment toutes les personnes qui participent à la phase de concertation qu'on fait systématiquement pour avoir vos retours et faire évoluer ce document. Alors la doctrine V 2021, là aussi, si vous comparez un petit peu par rapport à la version précédente, on a fait évoluer le sommaire. Donc on a essayé un petit peu de réagencer les choses avec une première partie où vous retrouvez la synthèse. Voilà, ça vous permet en un nombre un peu plus restreint de pages de prendre une première connaissance de cette doctrine V 2021. Et puis ensuite, un certain nombre d'outils à votre disposition, le macro-planning récapitulatif. Donc là, on essaie d'y reprendre vraiment les grands temps, les grands jalons qui concernent l'ensemble des services qui sont détaillés dans la doctrine. La feuille de route des priorités 2022. Et puis, dans cette première partie, on a également intégré la feuille de route e-santé de l'Union européenne et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, le schéma d'architecture cible qui est mis à jour donc annuellement au sein de la doctrine.
Une deuxième partie donc qu'on verra dans un prochain webinaire, soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs avec un certain nombre de programmes sur lesquels on revient, le programme Open, le programme SUNES de financement à l'usage des établissements de santé, le programme de transformation des établissements médico-sociaux et puis le périmètre du Ségur du numérique en santé. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer essentiellement sur la partie services numériques socle et plateforme de santé. Et donc, de même que pour ces programmes, dans un prochain webinaire, on reviendra également sur toute la partie référentielle avec le référentiel d'identification électronique, tout ce qui va être politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, offre de santé avec le ROR, etc. Et puis, une dernière partie de doctrine qu'on partagera également au sein des épisodes de promotion de la doctrine, avec plus précisément les impacts du Ségur, le détail du programme, l'outil convergence et le programme de certification des systèmes d'information au sein des établissements. Donc, dans cette doctrine où vous avez, pour certains déjà l'habitude de retrouver un certain nombre d'informations, le contenu des chapitres est globalement formaté de la même façon avec les éléments de doctrine, la trajectoire, la synthèse des actions clés, les impacts côté industriel éditeur, les impacts côté structure, et puis on a intégré de nouveaux impacts, ceux qui concernent donc les directives européennes, les impacts du Ségur, puisque évidemment ça marque pleinement notre actualité, et les impacts pour le médico-social, et puis systématiquement également une rubrique en savoir plus où on vous renvoie vers des liens utiles pour telle ou telle partie. Alors, vous voyez qu'on a un programme dense pour tenter de couvrir dans cette heure la séquence services et outils socles. On va revenir notamment sur les messageries sécurisées de santé MS Santé. Sur un autre sujet d'actualité, mon espace santé et plus précisément la brique du dossier médical et de la messagerie citoyenne, le bouquet de services aux professionnels de santé, le Health Data Hub, les services numériques de coordination pour les parcours de santé, le chapitre sur la télésanté et puis un nouveau chapitre qui a fait son entrée suite à la crise sanitaire avec l'entrepôt de données de laboratoire lié à CIDEP. Alors, ce petit schéma que je vous partage ou que je vous repartage pour certains, c'est le schéma qui représente l'espace de confiance au sein duquel cohabite l'ensemble des messageries sécurisées de santé MS Santé, cet espace de confiance qui est maintenu par l'Agence du numérique en santé. Et vous avez peut-être déjà connaissance de ce schéma. On a fait entrer dans cet espace de confiance ces derniers mois l'opérateur assurance maladie et donc mon espace santé avec la messagerie santé de mon espace santé, la messagerie citoyenne et donc l'usager au sein de cet espace de confiance. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la nouveauté de ces derniers mois et on va voir un petit peu ensemble dans les autres chapitres ce que ça implique en termes d'évolution dans les échanges et le partage de données de santé. Alors, mon espace santé s'inscrit dans la loi organisation et transformation du système de santé. C'est une offre de services numériques proposée à tous les citoyens avec les 4 briques que vous voyez ici, le dossier médical, la messagerie santé, on va dire sans doute au cours de cet échange la messagerie citoyenne, l'agenda de santé, le catalogue de services qui, eux, viendront compléter le dispositif au cours de cette année. Alors, mon espace santé, vous pouvez à la fois le retrouver via le site internet monespacesanté.fr, mais prochainement également en application mobile. Donc, c'est un site qui est responsive, donc qui va s'adapter à l'ensemble des outils numériques. Et comme je vous l'ai indiqué au travers du schéma, on va retrouver les échanges usagers professionnels de santé au sein de l'espace de confiance. Alors, ça implique quoi aujourd'hui, mon espace santé pour les usagers? Et c'est ce qu'on essaie de décrire au travers de cette V 2021 de la doctrine. Vous voyez qu'on a peut-être réarticulé les chapitres, notamment
pour vous montrer l'implication, l'intégration de services comme le DMP au sein de mon espace santé. Le DMP, c'est une des briques constitutives de mon espace santé. On va parler de dossier médical au sein de mon espace santé, mais c'est bien le DMP historique qui se cache derrière. Simplement, on l'a upgradé avec des fonctionnalités complémentaires comme le profil médical, j'y reviendrai, et puis les mesures de santé qui vont permettre notamment aux usagers de saisir poids, taille, pouls, tension, température, etc. Des mesures de constant donc, qui sont développées au format Fire, qui vont permettre à terme de l'intelligence et un partage toujours à la main de l'usager avec des applications référencées dans le catalogue de services de mon espace santé. C'est aussi, donc je vous le disais tout à l'heure, une brique messagerie, donc qui va permettre des échanges entre professionnels et usagers de manière sécurisée. Et puis, un agenda de santé qui va capitaliser l'ensemble des rendez-vous passés à venir. On viendra également y indiquer des actions de dépistage, comme on recevait aujourd'hui par courrier ou par email de l'assurance maladie. Là, c'est des actions qu'on va pouvoir proposer, communiquer au sein de mon espace santé avec l'usager. Et puis, là encore, des possibilités à terme avec le catalogue de services qui pourrait référencer des outils d'agenda en ligne du marché qu'on connaît bien et qu'en tant qu'usager, je pourrais décider de synchroniser avec mon agenda de mon espace santé pour avoir une vue consolidée d'ensemble de mes rendez-vous médicaux pour un meilleur suivi. Alors, il y a des grands jalons à avoir concernant mon espace santé. Vous avez sans doute vu que depuis mi-février, on est dans une communication grand public qui a démarré donc via l'assurance maladie avec donc le petit spationaute. Vous avez peut-être vu les spots télé humoristiques. Et on est donc dans une phase de généralisation de mon espace santé. C'est-à-dire que depuis le 31 janvier, on a lancé la campagne de notification sur l'ensemble du territoire, par ordre alphabétique des départements. Donc, pour certains, peut-être d'entre vous, vous avez peut-être reçu votre notification, vous avez peut-être déjà activé mon espace santé. D'ailleurs, si j'ai le temps, on pourra s'en reparler, mais même sans attendre votre notification, vous pouvez dès à présent activer mon espace santé depuis le site internet en générant un code provisoire. Et donc, on voit bien que l'envoi de ces notifications, le processus d'opt-out, donc de création de profil Mon Espace Santé sauf opposition, va représenter un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on a connu avec le DMP historique, et donc des profils, donc des dossiers médicaux, des DMP si vous voulez, qui vont être créés en masse et permettre plus d'échanges entre professionnels d'établissements de ville et usagers patients. Donc également dans les grands jalons qui sont en cours, là aussi vous l'avez peut-être en tête, je vous le disais tout à l'heure, là on démarre mon espace santé et aujourd'hui en tant qu'usager, si vous activez, vous allez voir immédiatement et la brique dossier médical et la brique messagerie, mais les briques agenda et catalogue d'applications vont arriver courant 2022. Et donc concernant notamment le catalogue d'applications, donc le catalogue de services, le processus de référencement a été publié sur le site du GIE Sésame Vital. Donc, en tant qu'industriel, éditeur de solutions, d'applications, vous pouvez dès à présent aller sur le site du GIE Sésame Vital pour manifester votre envie d'aller vers ce processus de référencement. Il y a un guide qui a été décrit et qui vous sera à ce moment-là communiqué. Et puis d'ailleurs, demain, il y a un webinaire dédié au catalogue de services qui est organisé. Vous pouvez vous inscrire, c'est sur le site e-santé de l'ANS. Il y a notamment certains éditeurs qui font partie des 30 éditeurs qui ont participé à l'appel à projet qui a permis justement de constituer le processus de référencement et donc qui sont eux-mêmes en train de tester l'accrochage au catalogue d'applications, de tester ce processus qui vont s'exprimer demain et donc vous pourrez avoir un maximum d'informations à jour concernant ce catalogue d'applications. Donc, on espère avoir à mi-2022 les premières solutions référencées. Voilà, et puis mon espace santé, c'est évidemment
un produit évolutif et donc régulièrement, il y aura des communications, des évolutions et qu'on vous partagera bien sûr, également au sein, des, versions, ultérieures de la doctrine. Donc là encore, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la brique DMP est constitutive de mon espace santé, hein, mais on l'a upgradée. C'est-à-dire qu'on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités, avec notamment le profil médical. Alors le profil médical, c'est à la main de l'usager, comme l'ensemble voilà, de mon espace santé. Je suis vraiment maître de mes données, maître des échanges, d'avec qui je veux échanger, avec qui je veux partager tel ou tel document. Et donc, à ce titre, le profil médical, je vais pouvoir y saisir un peu l'histoire de mes soins avec mes allergies, mes antécédents médicaux, chirurgicaux, mes mesures de santé, mes vaccinations, mes traitements habituels, et puis également toutes les informations en termes de directives anticipées, de dons d'organes, de personnes de confiance, autant d'informations qui vont être importante dans ma prise en charge et que je vais pouvoir décider de partager, notamment avec des établissements en avance de phase d'une hospitalisation, avant une consultation d'anesthésie, etc. Vous y retrouverez également l'historique des soins, donc tout ce qui est historique des remboursements. Et puis, ce dossier médical sera également alimenté. Donc, pour ceux qui avaient un DMP historiquement, vous y retrouverez l'ensemble des documents, hein, rien n'est perdu, l'ensemble des documents qui étaient dans votre DMP, vous les retrouverez à l'ouverture de mon espace santé. Vous retrouverez également des documents qui sont poussés par l'assurance maladie, je pense notamment aux attestations de vaccination donc anti-Covid, etc. Les tests, hein, quand vous faites un test, voilà, vous recevez également les résultats dans la partie documentaire donc, de votre dossier médical, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, un usager qui avait un DMP, donc tout est récupéré dès lors que vous avez activé mon espace santé ou en tout cas dès lors que vous n'avez pas exercé votre droit d'opposition et que donc votre profil aura été créé automatiquement. N'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions. Je n'ai pas encore regardé, juste par crainte qu'il y ait des questions dans l'onglet chat, mais bon, sinon j'irai bien sûr jeter un coup d'œil. Donc concernant la brique MS Santé et puis les échanges avec le patient, donc auparavant, on échangeait entre pairs au travers de messagerie sécurisée de santé MS Santé. Dorénavant, les professionnels habilités hein, à disposer d'une MS Santé vont pouvoir échanger avec l'usager. Donc là aussi, ça revêt un cadre particulier avec notamment le fait que seul le professionnel habilité va pouvoir initier le premier message vers l'usager et qu'à partir de ce moment-là, celui-ci va pouvoir échanger avec le professionnel, partager des documents comme le profil médical que je viens de vous montrer. Et pour améliorer l'intégration de ces messageries sécurisées de santé hein, au sein des solutions métiers, ça c'est vraiment un enjeu. Autant aujourd'hui, on va augmenter le champ des possibles, voilà, échange entre professionnels avant, échange entre professionnels toujours, plus usagers dès aujourd'hui, mais on a besoin d'avoir des solutions plus ergonomiques, avec une meilleure intégration d'MS Santé pour que les professionnels aient envie d'utiliser ces outils et aussi pour qu'ils puissent avoir une prise en charge plus efficace. Donc, à ce titre, dans les grands jalons qu'on a côté messagerie sécurisée de santé, MS Santé, il y a le Ségur du numérique en santé, et notamment le couloir opérateur qui est en cours hein, et dont normalement, je pense, le guichet de référencement devrait ouvrir fin avril, qui est en train de travailler à une nouvelle API afin que l'ensemble des opérateurs puissent fournir à minima cette API pour améliorer l'intégration d'MS Santé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Et de même que pour les autres couloirs où on a là aussi en cours la vague 1 du Ségur et le référencement de solutions, DPI, PFI, GAM, etc. Ça va évidemment permettre une amélioration
des outils, de l'intégration des services socles. Là, on parle ici d'MS Santé, on a parlé du DMP, mais également on pense à l'INS, à ProSanté Connect, tous ces outils que les professionnels ont besoin d'utiliser, mais de façon plus efficiente et donc avec une meilleure intégration. Donc ça, c'est vraiment le sens des travaux qui sont en cours côté MS Santé. Dans les autres travaux, c'est également la volonté d'étendre l'utilisation d'MS Santé au secteur du médico-social et du social. Donc là aussi, il y a eu des expérimentations, notamment au sein de DAC et de MDPH. Ça va se poursuivre pour, là encore, essayer d'améliorer les usages. Et on sait actuellement qu'on a des indicateurs d'équipement de ces structures, d'équipement des professionnels de ville qui sont pas si mal que ça. On peut encore mieux faire, mais c'est pas si mal que ça. Mais là, l'enjeu, c'est vraiment l'usage. C'est oui, j'ai l'équipement, mais maintenant, j'en fais quoi? Comment je l'utilise au mieux? Et comment est-ce que nous, on est capable de répondre au mieux aux ambitions côté prise en charge des patients. Et puis, il y a également des travaux qui sont en cours concernant les messageries sécurisées de santé instantanées. On sait qu'il y a déjà des outils sur le marché, mais il y a besoin d'un encadrement, donc c'est-à-dire d'un référentiel pour encadrer le développement et les usages de ces messageries sécurisées de santé instantanées. On ne citera pas de nom, mais on sait que voilà, qu'il y a encore beaucoup d'échanges avec justement des messageries instantanées non sécurisées, que c'est un vrai enjeu, qu'il y a des vrais cas d'usage et qu'il faut pouvoir y répondre. Donc, rapidement aussi sur les jalons Mon Espace Santé. Je ne vais pas tous les passer en revue. Je vous en ai exposé certains, notamment concernant le catalogue d'applications. L'appel à candidature, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, des 30 qui ont participé à l'appel à projet et qui donc vont s'exprimer, présenter le résultat de leurs travaux demain. Et puis encore une fois, c'est un produit évolutif et il y a des communications très régulières. Il y a également aussi de nombreux webinaires où je vous invite à participer. Tant des webinaires généralistes sur le sujet que des webinaires dédiés justement au catalogue d'applications, également des webinaires sur tous les sujets d'inclusion numérique où on revient justement sur les usages de Mon Espace Santé et où on prend évidemment avec plaisir toutes vos remontées. Je vais juste regarder rapidement si je peux prendre une ou deux questions. Alors, à l'heure actuelle, suffisant d'écrire, voilà. Oui, alors Carole, exactement pour la fin de conversation, donc je ne l'ai pas mentionné, mais en effet, issu des travaux de l'expérimentation dans les 3 départements pilotes l'année dernière, donc en Haute-Garonne, en Somme et en Loire-Atlantique, l'assurance maladie donc, a fait évoluer le produit et il y a donc maintenant la possibilité pour les professionnels de mettre fin à une conversation avec un usager. Je vous ai dit, c'est le professionnel qui initie le premier message et ensuite l'usager peut répondre. Le professionnel peut très bien décider que, par exemple, l'épisode de soins est terminé, donc il va clôturer et en effet, il faut saisir dans l'objet du message à ce moment-là le mot fin entre crochets. Donc ça, typiquement, ça fait partie de la note technico-fonctionnelle MS Santé Messagerie Citoyenne qui est publiée sur le site mssanté.fr. Et donc, on a collectivement demandé à ce que dans la vague du Ségur, donc de façon intercouloir, donc ça va impacter, MS Santé impacte l'ensemble des couloirs, on a demandé à ce que les éléments de cette note, dont cette fonctionnalité de fin de conversation, soient inscrits dans les exigences pour que, d'abord, techniquement et de façon ergonomique, les solutions métiers proposent des facilitateurs. Alors, ça peut être, par exemple, justement, un bouton qui va permettre facilement aux professionnels d'éviter justement de saisir, de chercher les crochets sur son clavier et de pouvoir mettre fin plus confortablement à la conversation. On a une nouvelle phase d'expérimentation avec de nouveaux établissements pilotes qui va démarrer fin mars, début avril, qui va nous permettre encore d'améliorer le service et puis de capter justement au sein de parcours, au sein d'usages mis en place, les retours de professionnels pour, encore une fois, améliorer ce qu'on va demander comme évolution aux solutions du marché, mais évidemment, comment on va pouvoir faire évoluer favorablement le service MS Santé. Je regarderai les questions, j'essaie d'avancer un petit peu, mais je vais essayer de reprendre bien sûr des questions. Alors, le bouquet de services aux professionnels, donc ça, évidemment, c'est un peu moins mature à date que Mon Espace Santé, puisque Mon Espace Santé, là, c'était vraiment la grande priorité, et que maintenant, les équipes de l'assurance maladie vont se concentrer
sur la partie bouquet de services aux professionnels. On a mon espace santé, côté usager. Je caricature, mais disons que le bouquet de services pro, d'ailleurs qui s'appellera peut-être pas comme ça, c'est mon espace santé pour le professionnel. C'est comment on va permettre à ce professionnel d'utiliser tous ces services de façon, encore une fois, plus confortable au travers d'un outil, au travers d'un portail. Et c'est le sens donc des travaux qui sont en cours pour donner une plus grande cohérence des outils et, encore une fois, tenter la simplification des accès. Donc, il y a le petit schéma que vous voyez ici. Cette plateforme, elle va se composer de 5 briques. Donc, une brique, je vous le disais, sur tous les sujets d'authentification, d'identification, donc avec les sujets sur lesquels on reviendra dans un prochain webinaire, doctrine, avec RPPS+, le portail d'enregistrement, etc. L'identification des usagers, donc avec tout ce qui concerne l'INS, la future application carte vitale, les règles d'habilitation pour les professionnels et les modalités de délégation d'un PS à un autre PS, c'est aussi des grands enjeux qui reviennent très souvent et à juste titre. L'offre de services aux professionnels de santé avec différentes API. Là aussi, ayez en tête, et demain, si vous êtes au webinaire sur le catalogue d'applications de mon espace santé, on en reparlera. Il y a un certain nombre d'API qui sont en cours pour justement permettre aux solutions qui vont candidater au process de référencement de l'accrochage au niveau du catalogue et de la récupération de données, mesures de données de santé, évidemment toujours avec l'accord de l'usager. Et donc, de la même façon, il faut qu'il y ait ces travaux d'API entre le bouquet de services pro et puis des accès comme celui du DMP. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas une grande visibilité parce que, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment des travaux qui sont en cours et je pense que dans la prochaine version, là, on va commencer à y voir plus clair. On aura entre guillemets, mis en place mon espace santé, même si voilà, il va y avoir beaucoup de travail de communication et de pédagogie et d'évolution à faire. Mais voilà, on pourra passer plus concrètement à la brique bouquet de services aux professionnels. Et puis donc, en effet, une brique documentaire pour expliquer les modalités d'appel contextuel entre applications web inscrites dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc là, je ne reviens pas, vous aurez évidemment à l'issue du webinaire l'ensemble du support et des jalons. Je regarde juste rapidement si je peux prendre une question. La famille ou l'infirmière. Pour Sylvie, pour votre question donc, concernant les personnes handicapées, alors on a plusieurs cas, voilà, je ne vais pas tout détailler, mais donc il y a en effet de nombreux usagers qui n'ont pas la possibilité d'activer mon espace santé. Ou d'exercer leur droit d'opposition et ensuite d'être actif dans l'utilisation de mon espace santé. Donc déjà avoir en tête que si en effet la personne ne s'est pas opposée à l'activation de mon espace santé, le profil va être créé automatiquement. Donc le dossier médical, donc la brique DMP, donc à minima une plus-value dans le sens où les établissements, les professionnels vont pouvoir alimenter le DMP de ces patients, ce qui permettra une meilleure prise en compte de l'information, notamment dans des situations d'urgence. Maintenant, il y a un document que je pourrais vous partager. Je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat. Il y a un article notamment qui est paru sur TIC Santé, pour ne pas faire de pub, où justement la DNS a partagé un certain nombre d'informations assez récemment sur mon espace santé, notamment les accès pour les personnes qui sont, par exemple, sous protection juridique, etc. Il y a encore des travaux à faire et on sait notamment au sein des ESMS que très souvent, le courrier va être réceptionné par un proche aidant qui va, lui, activer mon espace santé et gérer pour son parent. Donc ça, c'est aussi une réalité de terrain, je dirais, mais tous ces cas-là sont bien dans le scope et l'assurance maladie est en train de travailler pour qu'on puisse justement communiquer des informations plus précises à ce niveau-là. Alors Dominique, le profil médical de mon espace santé intègre-t-il le volet du contenu cercle de soins, sa consultation et sa mise à jour? Alors, ce n'est pas encore le cas, je n'ai pas de deadline, c'est dans le scope, mais je n'ai pas encore de deadline. Par contre, pour ceux qui ont activé mon espace santé, l'espace dans lequel vous pouvez indiquer que vous bloquez l'accès à un professionnel, par exemple,
Aujourd'hui, ça se fait a posteriori, c'est-à-dire que le professionnel consulte, vous êtes notifié et là, vous pouvez décider de le bloquer. De façon, là, d'ici quelques temps, on devrait avoir l'annuaire santé pour pouvoir, de façon proactive, indiquer les professionnels pour lesquels on souhaite valider l'accès à mon espace santé, et encore une fois, hein, à tout ou partie, puisque vous pouvez masquer des documents. Donc ça devrait arriver prochainement. La partie cercle de soins, voilà, pure, telle qu'on le connaît là au sein du volet du CISIS, je ne l'ai pas en tête, mais je récupère toutes vos questions et je fais remonter. Alors, pour avancer un petit peu. Donc, le sujet e-prescription, donc là encore, au sein de cette doctrine V 2021, on l'a articulé au sein du sujet Mon espace santé. Il y a là aussi des travaux qui sont en cours pour avancer sur le sujet e-prescription et permettre de dématérialiser et de fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professionnels. L'enjeu, c'est qu'on puisse pousser l'ordonnance dématérialisée au sein du DMP et sécuriser tout ce circuit de délivrance des médicaments. Donc là aussi, je pense qu'on aura des webinaires ultérieurement qui vont revenir sur ce chantier. Mais voilà, là, il y a vraiment des choses qui avancent de par l'arrivée de mon espace santé. On a un certain nombre d'évolutions. Et puis là aussi, les solutions référencées Ségur, la vague 1 et puis ensuite la vague 2 qui arrive, voilà, va permettre également de poser un certain nombre d'exigences et certainement d'améliorer les outils et la prise en compte de ce chantier e-prescription. Alors, concernant le Health Data Hub, là aussi, vous l'avez peut-être en tête. Donc, le Health Data Hub, c'est avant tout une communauté d'acteurs qui s'organisent pour partager des données de façon sécurisée et s'inscrivant dans une démarche, dans une stratégie nationale concernant l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce guichet unique puisse faire de la mise en relation, mettre à disposition un catalogue de données. Donc là aussi, vous pouvez retrouver les informations. Vous verrez sur le support, à chaque fois en bas à gauche, on vous a mis le chapitre et les pages concernées par tel ou tel sujet. Là aussi, il y a un certain nombre de communications qui sont prévues. Et c'est un domaine qui reste actif, avec lequel on échange, notamment aussi nous, côté cadre d'interop, serveur multiterminologie, par rapport à l'interopérabilité sémantique. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations, notamment dans la partie en savoir plus du chapitre sur le Health Data Hub. Un lien est-il prévu entre le DMP et le dossier pharmaceutique? Alors, pas à date. On a beaucoup eu la question. Pas à date. Voilà, pas dans l'immédiat. Et donc, voilà un petit peu la trajectoire rapidement. J'ai pas à date les grands jalons, mais je pense que là aussi, il y a des communications ultérieures qui devraient avoir lieu concernant le Health Data Hub. Alors, pour tout ce qui est service numérique de coordination pour les parcours de santé, donc c'est un des enjeux de Ma Santé 2022. On a un certain nombre d'actions qui sont prévues et notamment, vous le voyez, entre septembre 2019 et jusqu'à décembre 2023, donc il reste encore un petit peu de temps, des démarches régionales d'acquisition qui sont en cours de services numériques de coordination. Et vraiment, aujourd'hui, voilà, on vous a remis quelques liens qui vous poussent vers justement un certain nombre d'informations sur ce sujet. Alors, les services de télésanté, là aussi, on l'a tous constaté, la crise sanitaire a massivement fait utiliser et montrer l'intérêt de ces services. C'est également des services, tout ce qui va être téléconsultation, qui seront abordés notamment au sein du catalogue d'applications de Mon Espace Santé. La télésanté, donc à la fois la télémédecine
et le télésoin, il y a vraiment deux grandes actions. C'est la structuration d'une offre numérique cohérente et puis la structuration d'une offre de télésanté de qualité et un certain nombre d'informations donc qui sont encadrées et posées dans le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, donc que vous pouvez retrouver sur pardon, le site e-santé. Et on vous y décrit l'ensemble des informations à jour sur ce chantier. Oui, Julien, il y aura des webinaires pour parler plus précisément de e-prescription. C'est pas encore ouvert à l'inscription, mais c'est bien dans le scope. Et du coup, ça me permet de faire remonter aussi qu'il y a un intérêt, qu'il y a des demandes côté écosystème. Alors, au niveau des jalons, vous voyez qu'en 2022, il y a un certain nombre d'étapes qui sont prévues, avec notamment accompagner la sortie de l'expérimentation de télésurveillance étape et fixer le périmètre et les principes de financement de la télésurveillance. Au cours du premier semestre, définir les processus d'évaluation qui vont permettre à ces services d'être référencés, je vous le disais, au sein du catalogue Mon Espace Santé, et puis à terme, côté bouquet de services aux professionnels. Donc là, c'est vraiment typiquement le sujet qu'on va avoir de part et d'autre, à la fois côté usager avec Mon Espace Santé et à la fois côté professionnel avec le bouquet de services aux professionnels. Alors, SIDEP, je m'attarderai pas trop, mais disons que voilà, on a fait entrer ce chapitre dans l'AV 2021 de la doctrine, de par évidemment la crise sanitaire, et donc ça a engendré la construction d'un entrepôt national de données de biologie médicale. Donc voilà, qui permet donc de concourir à la veille sanitaire, de restituer des données pertinentes, d'être actif en temps de crise. On a vu évidemment l'intérêt, la rapidité à laquelle on a été en capacité de mettre en place ces outils. Et donc la construction de cet entrepôt, elle va être progressive pour s'étaler de 2022 jusqu'à 2025, avec en effet des paliers successifs. Et là aussi, l'idée d'avancer sur les formats de données, sur tous les travaux qui sont partagés au sein du cadre d'Interop. Et vous l'avez peut-être vu avec l'actualité, l'ANS a conduit un projectaton du cadre d'interopérabilité ce début de semaine, avec de nombreux tests effectués, notamment en termes de tests sur les comptes rendus de biologie médicale en CDAR 2 niveau 3. Alors, je vais regarder les questions qui sont dans le chat ou dans l'onglet questions et auxquelles je n'aurais pas encore répondu. Alors, dans le portail web BSP, on retrouvera des services proposés par les éditeurs du secteur privé. Quelles seront les conditions de référencement? Alors, Patrice, ça justement, c'est pas encore en cours, mais ce qu'on peut se dire très clairement, c'est que je pense que de la même façon qu'on a un processus de référencement assez strict pour intégrer le catalogue d'applications de Mon Espace Santé, on aura l'équivalent pour le bouquet de services pro. Donc, certainement que le passage obligatoire, déjà, ça sera de créer un compte sur l'outil Convergence, donc qui est sur le site e-santé, que vous pouvez retrouver, et ensuite donc candidater à un process de référencement avec des exigences d'urbanisation, de sécurité, d'éthique. Je pense qu'on va vraiment être très proche de ce qui est mis en place pour le catalogue d'applications en espace santé et API, oui bien sûr. Voilà, ça va être indispensable si on veut que ça fonctionne. Donc de même que des API, agenda, documents, mesures de données de santé, voilà, sont en cours pour Mon Espace Santé. On aura le même chantier à conduire sur le bouquet de services aux professionnels. L'AMS Santé intégrée dans Mon Espace Santé remet-elle en cause les plateformes e-parcours? Alors, c'est pas à moi de le dire. Disons que c'est pas... Voilà, c'est complémentaire. Voilà, je sais peut-être parce que je suis un petit peu normande, je dis ni oui ni non, mais c'est complémentaire. Voilà, on va avoir des échanges, on va avoir des cas d'usage entre messagerie sécurité de santé, MS Santé, des professionnels en ville, à l'hôpital,
et la messagerie citoyenne de mon espace santé. Il n'empêche, les plateformes e-parcours continuent à se déployer sur les territoires. Ces plateformes doivent être conformes et à la doctrine et prendre en compte les services socles. Et ensuite, suivant les cas d'usage, je pense, suivant les parcours, suivant les territoires, ces outils peuvent être pleinement complémentaires dans la prise en charge, je pense. Ça, j'avais vu. Je regarde. Oui, Jean-Christophe. Donc la fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure, là, quand je répondais à Sylvie sur fin de la conversation côté pro vers le citoyen, c'est déjà en place. Donc ça fonctionne déjà. Après, de la même façon, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on est évidemment dans l'attente que les solutions du marché vous permettent d'identifier confortablement les messages usagés, de constituer, j'en ai pas parlé, mais de constituer le format d'adresse usagé, le matricule ins@patient.mssanté.fr, et de mettre en place de façon plus confortable également ce type de fonctionnalité. Mais en tout cas, si vous avez d'ores et déjà une MS Santé et des patients actifs sur mon espace santé, vous pouvez en effet dès maintenant mettre fin aux conversations en fin d'épisode de soins, etc., suivant vos pratiques. Alors, je remonte parce que j'ai peut-être raté des choses. Dominique, oui, pour CIDEP, alors c'est vrai que évidemment c'est parti de la partie gestion en crise. Je pense qu'il y aura une utilisation plus permanente au fil des paliers de constitution de l'entrepôt, notamment à des fins de recherche, etc. Ça devrait du coup répondre à une utilisation plus permanente a priori. Je vais juste regarder dans le chat si jamais j'ai raté des choses. Alors, bonne question, Dominique. Voilà pourquoi les dispositifs SONS et les autres couleurs Ségur ne sont-ils pas dans la doctrine? Alors, ça, il y a des choix. Et d'ailleurs, comme ça me permet de mettre les pieds dans le plat. Vous avez vu que cette doctrine V 2021, elle est quand même assez conséquente. On a retravaillé le sommaire. Il n'empêche, on est déjà en train de réfléchir à la prochaine version, tant sur la forme que sur le fond. Et du coup, on se pose vraiment la question de ce qui doit être présent dans cette doctrine. Donc, on va reprendre un peu des travaux de réflexion à ce niveau-là, essayer de travailler une proposition. Et justement, on la concertera évidemment avec l'écosystème. Du coup, on en profitera pour recueillir un petit peu votre sentiment. Et typiquement, sur des sujets comme ça, des programmes, est-ce qu'il faut se dire qu'il faut étendre? Est-ce qu'à l'inverse, il faut se dire qu'il ne faut plus les faire apparaître dans la doctrine? Enfin, voilà, c'est autant de questions qu'on se pose avec surtout l'idée de ne pas... pour caricaturer, de ne pas augmenter le nombre de pages et plutôt d'essayer de le diminuer. Donc voilà, on est en train de réfléchir à un nouveau format pour que ce soit, je dirais, un peu plus digeste. Alors, je regarde si j'en ai raté d'autres. Je reviens sur l'onglet questions. Alors, du coup, ce que je vais faire, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous mettre dans le chat le lien vers les autres webinaires de la doctrine, donc qui sont, du coup ça je vous le mets dans le chat, qui vont avoir lieu prochainement et pour lesquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et puis la partie actualité de la doctrine sur e-santé, où vous pouvez retrouver également la V 2021. Voilà, donc en tout cas, le prochain webinaire, ça sera le 5 avril sur les chapitres liés au référentiel. Et de la même façon, j'essaie de vous retrouver rapidement le lien pour vous inscrire si certains sont intéressés et sont disponibles demain concernant le webinaire sur le catalogue de référencement au store d'applications. Donc, comme je vous le disais, avec des retours des éditeurs qui étaient dans l'appel à projet pour constituer le process de référencement. Voilà. Et il y a un autre, j'en profite, il y a un autre webinaire très intéressant le 24 mars, en fin de journée, qui lui est dédié aux professionnels de santé, libéraux et en établissement, donc sur le sujet Mon espace santé.
où là encore, on va essayer de revenir plus concrètement sur les enjeux pour les professionnels et également sur l'accompagnement mis en place en région et par l'assurance maladie, donc tout ce qui va être également en termes de support utilisateur. Non, alors en effet, dans la doctrine, on n'aborde pas non plus SI-SAMU. Donc voilà, là, typiquement, ou le programme 16. Donc ça, typiquement, c'est aussi des vrais questionnements sur la prochaine version, comme je vous le disais, où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait intégrer, qu'est-ce qu'il faudrait enlever. Et du coup, ça, c'est un travail qu'on va démarrer au mois de mai et vous partager rapidement pour justement essayer un peu de refondre cette doctrine. Là, on est dans la troisième version. Moi, c'est la deuxième que je connais, mais troisième version de la doctrine. Et donc, du coup, voilà, on pense qu'il faut essayer de revoir un petit peu l'exercice. Voilà, écoutez, je vous ai partagé pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Non, plus de questions. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. N'hésitez pas à prendre un petit temps pour compléter le questionnaire de satisfaction. Et puis sinon, bah, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de la doctrine du numérique en santé V 2021, le 5 avril. Alors, Marie, la procédure pour avoir accès au guide de référencement, donc il faut aller sur le site du GIE Sésame Vital. Je vous remets, vous l'avez sans doute, mais je vous remets à tout hasard le lien. Et donc, typiquement, c'est ce qu'on va aborder demain sur la partie webinaire du catalogue d'applications. Voilà, mais via le GIE Sésame Vital, vous pourrez demander le guide de référencement, qui, pareil, évoluera certainement, mais il y a en tout cas une première version disponible. Merci beaucoup à tous. Ah oui, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, donc les prochaines dates, je vois Marie-Pierre qui nous l'indique, donc 5 avril référentiel, 19 avril Ségur, label, processus de référencement, outils convergence, et le 12 mai, donc ça sera un webinaire doctrine dédié au médico-social, donc vraiment l'ensemble des impacts côté médico-social dans les différents chapitres. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bonne fin de journée à tous.